le député, M. Baligan. Oui. Vous avez été élu donc, le dimanche 21 juin 80, donc il y a quasiment 30 ans, jour pour jour. Et votre mandat de député donc, a débuté le 2 juillet 80. Oui. Il y a donc 31 ans, vous franchissiez la porte de l'institution parlementaire. Oui. Cette honorable maison. Quelles furent, comme jeune homme de 31 ans, vos premières impressions? La première fois qu'on rentre dans l'hémicycle, c'est impressionnant. Pour moi, la première fois que je suis rentré dans la commission des finances, dans la salle de la commission des finances, où j'ai passé 31 ans de ma vie, parce que je suis resté à la même commission, forcément c'est impressionnant. Voilà. Après, à la différence de beaucoup de députés, je connaissais déjà cette maison, puisque j'y travaillais avant d'être député. Donc j'ai pas été, je suis pas surpris par les bâtiments, l'espace, etc. Parce que pendant 5 ans, j'y ai travaillé avant d'être député. Dans quelle fonction? Comme assistant parlementaire. Comme assistant parlementaire, ouais, d'accord. Ouais. De quel député? De Maurice Brugnon, qui était mon prédécesseur, dont j'ai été le suppléant à 28 ans. Voilà. Donc, et vous étiez un des plus jeunes à l'époque, j'étais secrétaire d'âge. Voilà. Secrétaire d'âge. Oui, ça existe. Quand on installe le nouveau bureau de l'Assemblée, j'ai été secrétaire d'âge. D'ailleurs, en parlant de bureau, est-ce que vous pouvez nous montrer justement ce bureau? Oui, bien sûr. Si c'est possible d'aller le visiter, bien sûr, oui, oui. Voir. Voilà ce bureau qui est maintenant en train d'être rangé, qui n'a plus de livres, qui n'a... Voilà. Justement, donc, vous êtes parlementaire jusqu'au 19 au soir. Oui. Avant de nous parler de vos différents projets, je voudrais que vous nous fassiez une petite visite, un petit flashback donc de l'ensemble des événements qui sont déroulés donc, durant vos 30 années de vie parlementaire. Quels sont les événements marquants pour vous de ces 30 années? Oh, je pense que d'abord il y a les grands discours. Parce qu'il y a quand même un art oratoire qui se perd aujourd'hui, donc moi quand j'étais jeune député, j'allais écouter les discours de Michel Debré. Parce qu'il ne correspondait pas à ma sensibilité, mais en même temps il avait un tel talent oratoire, puis il incarnait voilà, le jacobinisme français, quelque chose, enfin, les idées gaullistes au sens plein du terme. Mais j'aimais beaucoup l'art oratoire de Michel Debré, donc je ne m'en défends pas. Dès que je le voyais programmer, j'y allais. La deuxième chose, bien sûr, j'étais là quand Robert Badinter a... son discours. Voilà, puis j'ai voté, bien sûr, l'abolition de la peine de mort. Et c'était... C'était le grand avocat qui défendait la grande cause qui était la sienne pour l'abolition. Il y avait une petite écume, parce qu'il a parlé très longtemps avec une... Et il avait, je pense, la bouche très sèche, et donc c'était assez émouvant de le voir un peu porté par une cause. Quoi, bon. Après, il y a eu des moments très à la fois très sympathiques, les lois de décentralisation, les lois de fer, ou de fer quand il répondait tellement rapidement que personne, déjà pour comprendre ce que disait Gaston Defferre, c'était très difficile, mais là il le faisait sciemment. Comme il y avait des milliers et des milliers d'amendements qui avaient été déposés par Philippe Seguin, par un certain nombre de gens très opposés à la décentralisation, il répondait de manière incompréhensible, plus que d'habitude, aux interpellations qui étaient les siennes, il défendait les amendements, je me souviens de moments quand même difficiles, quoi, hein, quand sur les retraites, sur la 5e semaine de congés payés, sur tout ça, là ça bardait, voilà, entre la droite qui guerroyait, puis il y avait à droite, il y avait Toubon, il y avait Noir, il y avait Carignon, il y avait Seguin. C'était des jeunes sabrats à l'époque Madelin, c'était les opposants, Millon, Charles Millon, etc. Il y avait bien entendu Léotard. Donc il y avait une série soit au RPR pour Carignon, Noir, Seguin, soit au PR, hein, puisqu'ils étaient au Parti républicain. Donc plutôt des libéraux, il y avait des écoles de pensée qu'on
qu'on voyait incarner. On voyait des idéologies s'incarner dans l'hémicycle, comme à gauche, voilà. Après, il y a eu d'autres grands moments, hein, les lois Joxe, par exemple, sur la création de l'intercommunalité, ce qu'on appelle les communautés de communes, puis plus tard la loi Chevènement, donc 92 pour la loi Joxe, 99 pour la loi Chevènement. Ça, c'est des lois que moi j'ai suivies en commission spéciale, etc. Donc il y a eu aussi d'autres, ça c'était des moments assez importants parce qu'on avait l'impression de faire des choses un peu nouvelles en France. Quand on a fait la loi du temps de Charles Pasqua sur l'aménagement du territoire, on a eu des débats assez houleux d'ailleurs dans l'hémicycle, mais intéressants sur ce que devait faire l'État. Enfin, on était en période un peu de nostalgie d'un État tout puissant. Voilà, ça reste je dirais des grands moments, puis des moments de... Quelquefois, on se moquait de nos propres amis. Hein. Je me souviens de M. Arpaillange, garde des Sceaux, qui avait eu, je ne sais plus combien, une cinquantaine de prisonniers qui s'étaient échappés d'une prison. Et il y en avait, je ne sais plus combien, 52. Et dans l'hémicycle, il dit, on en a récupéré 54. Donc tout l'hémicycle, dont moi, on était... il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'ils avaient récupéré plus de prisonniers qu'il en avait échappé. Donc il y avait... Bon, c'est ça aussi, l'hémicycle. C'est pas que des moments solennels et tristes, c'est aussi quelquefois de franche rigolade, quoi. Vous vous souvenez de votre première question? Je me souviens de mes premiers rapports, parce que c'était financier, c'était Jacques Delors qui était ministre de l'économie et des finances, et donc je rapportais la dette, en l'occurrence, donc les comptes spéciaux du Trésor, enfin bon, les bons anonymes, etc. C'était un peu difficile. Charges communes, voilà. Et puis, bon, voilà, je me souviens de tout ça. Après, je me souviens, comme je travaillais avec Pierre Mauroy, je me souviens forcément de Pierre Mauroy, je me souviens beaucoup de Pierre Joxe, qui nous en a fait baver comme président de groupe, parce que on était tenus. Hein, on n'avait pas le droit de faire toutes les bêtises. Et puis, bien sûr, je me souviens de François Mitterrand, puisque pour moi, c'est quand même grâce à François Mitterrand que je suis rentré, et puis que je suis resté quand même très longtemps, 31 ans député sans arrêt. C'est voilà, c'est largement dû à son élection. Vous avez occupé, lors de votre dernier mandat, la place 438 à l'Assemblée. Oui. Est-ce qu'il est possible d'aller la voir? Peut-être, on va essayer. Donc ici, ce sont les ministres, ici, ce sont les commissions, on rapporte pour la commission. Et puis, bah, j'étais là. Voilà. Jusqu'où vous avez bougé, vous me disiez tout à l'heure? J'ai commencé en bas, là-bas. Oui, à un autre moment, quand on était 53, pas beaucoup, on était là. Ben oui, forcément, on était chassés, donc les centristes, ils venaient jusqu'ici, alors qu'aujourd'hui, on est à peu près à moitié, et puis que je pense que dans une semaine, ça sera l'inverse, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Du coup, vous avez des conseils au futur Baligan, au petit Baligan, si je puis dire, qui va vous succéder? Oh, le conseil, non, il faut... je pense que le seul conseil qu'il faut donner, c'est d'essayer d'exercer... pleinement son mandat, donc il faut d'abord être présent. Et la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est comment dire, prendre une distance par rapport à ce mandat. On doit faire la loi. Si on est à la commission des finances, ben on doit s'occuper des questions financières, même si après, comme je l'ai fait, on se spécialise dans la fiscalité locale ou dans les questions relevant de la Caisse des dépôts, puisque je m'en suis occupé, mais je veux dire donc de l'épargne, etc. Mais l'essentiel, c'est de remplir son mandat ici. Beaucoup trop de députés passent beaucoup de temps au niveau local. Il faut le faire le week-end pour être confronté aux problèmes des gens, mais il ne faut pas se substituer
le local au national, parce qu'on est là pour faire la loi. Est-ce que vous pouvez évoquer les différents projets que vous allez avoir, parce que ça va être un changement de vie et peut-être de rythme de vie également. Oui, les projets, c'est d'essayer d'être utile ailleurs, de se dire il n'y a pas qu'une vie d'élu. Donc, par exemple, tout ce que j'ai appris, ça serait bien que des étudiants le découvrent. Donc il y a à la fois en conjuguant la théorie et la pratique. C'est-à-dire, parce que ça permet de donner un éclairage. Bien entendu, il ne faut pas parler que de la pratique, il faut partir à chaque fois du droit ou de la fiscalité, si on travaille sur ces questions-là, et donner un éclairage au niveau de la faisabilité. Donc ça, et puis avoir une réflexion, moi ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir avoir un peu une réflexion sur l'État, sur ce qu'est le paraître en politique, parce que je pense qu'il y a trop de paraître par rapport à l'être. Donc ça, c'est quand même, ce sont des vraies questions. Peut-être qu'en France, il y a beaucoup de postures. On surdétermine probablement l'importance du national par rapport au champ européen ou au champ mondial. Et donc, on joue une chanson de geste souvent très nationale qui fait que vous êtes obligé de diaboliser, par exemple, l'Europe. En France, on adore diaboliser l'Europe. Je pense qu'on est un peu à côté de la plaque. Voilà. Et peut-être qu'il y a des choses à moderniser. Peut-être qu'il y a de la légitimité à redonner. D'abord à donner à l'Europe, parce qu'elle n'a pas de légitimité au plein sens du terme. Il faut qu'elle soit incarnée, par exemple. Donc, elle ne l'est pas aujourd'hui. Il faut que les débats européens rentrent dans les parlements et soient l'objet de débats publics. Et puis, dans le champ infra-étatique, infranational, il y a toute la question de la modernisation des institutions locales qui, elles aussi, nous les Français, on aime bien trouver de l'ingénierie d'efficacité, mais pas toujours légitime. Donc, on voit bien que l'intercommunalité, par exemple, est efficace. Il ne faudrait pas que ça se termine aussi mal que la question européenne. C'est-à-dire, l'ingénierie est bonne, mais la légitimité par le peuple n'existe pas. Donc, faire des choses efficientes sans le peuple, ça n'a pas grand-chose à voir avec des régimes démocratiques. Il faut faire attention qu'au nom de la technique, on ne soit pas en train de sauter au-dessus du champ démocratique avec son débat nécessaire, avec ses propédeutiques de manière d'apprendre aux uns et aux autres. Le pour et le contre, et puis en faire des synthèses.